Je ne voudrais pas, les jeunes que vous êtes, se retournent à l'âge qui est le mien, les 59 ans, sur leur vie en disant « Zut, j'ai dû laisser passer pas mal de trucs parce qu'au fond, ma vie était fade ». Alors de mon métier, je suis contrôleur général des armées, c'est-à-dire que j'appartiens à un petit organisme dont la mission est de contrôler l'ensemble des activités du ministère des Armées pour la ministre des Armées. Je suis un militaire, mais qui n'est pas dans les armées, parce qu'on ne peut pas être dans les armées et les contrôler. C'est logique. Je suis donc en dehors un peu du cadre habituel militaire, mais tout en étant sous statut militaire, et après avoir fait une carrière militaire. C'est-à-dire que j'ai fait Saint-Cyr, j'ai été officier, et j'étais en particulier officier à la Légion étrangère, notamment chez les parachutistes de la Légion étrangère. Et puis ensuite, j'ai bifurqué pour être dans la voie où je suis. Voilà, j'ai 59 ans et je suis rentré à Saint-Cyr en 81. Donc, vous voyez, ça fait 40 ans, pas loin, que je suis dans mon métier. Ah non, je n'ai absolument aucun mentor politique, non. Il y a des gens pour lesquels j'ai de l'estime en politique, il y a des gens que je crois crédibles dans leurs convictions, crédibles dans leurs capacités, parce que c'est un autre sujet, entre avoir des convictions et être en mesure de les mettre en œuvre. L'expérience m'a appris que c'était deux sujets très différents. Il y en a, c'est vrai, mais je n'ai pas de mentor à proprement parler. Ce qui m'a marqué, moi, c'est la première fois que j'ai voté. Et j'ai voté pour la première fois à l'élection présidentielle de 1981, qui a vu l'élection de M. Mitterrand. Bon, ça m'a d'autant plus marqué que son élection survenait entre les 4 jours des écrits du concours de Saint-Cyr que je passais. C'est-à-dire que le 10 mai, moi je passais le concours les 8, 9, 11 et 12 mai, et le 10 mai c'était son élection. Donc c'est celle dont je me souviens. Mais sinon, un événement politique particulier qui m'est marqué, je réfléchis... Oui, mais alors j'étais vraiment gamin et j'ai vu ça d'assez loin, ce sont les événements de mai 68. Mais j'étais en Allemagne à cette époque, j'étais tout petit, j'avais 7 ans, mais je me souviens que mon père m'en avait parlé. Bon, c'était quand même un événement politique de première ampleur. Non, pour le reste, aucun événement de la vie politique nationale depuis 40 ans ne m'a vraiment marqué, non, aucun. Le lien entre l'armée et la politique est très simple, c'est que le chef suprême, c'est le politique, et le militaire, c'est le chef qui exécute les ordres du politique. Autrement dit, il y a un vieux proverbe latin qui dit toga armae sedant, ça veut dire les armes le cèdent à la toge, c'est-à-dire que le soldat est subordonné au politique. D'ailleurs, il y a un principe bien connu qui dit que le gouvernement est responsable de la conduite de la guerre, le chef militaire est responsable de la conduite des opérations. Les opérations, c'est ce qui met en œuvre la décision politique du point de vue militaire. Donc le premier lien entre le militaire et le politique, c'est que le militaire est subordonné au politique. Et ça doit être comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ce n'est pas une question de démocratie, de monarchie, de régime totalitaire, de communisme. Le politique est premier, le militaire est d'un des grands serviteurs exécutants des volontés politiques. C'est le seul lien qu'il y a et qu'il doit y avoir. Après, dans notre histoire, à nous en particulier, il y a eu des militaires qui sont devenus des politiques. Le dernier et plus fameux, c'est le général de Gaulle, évidemment, qui était un militaire et qui a été le fondateur de la Ve République, puis le premier président de ce régime-là. Mais j'ai envie de dire qu'il était passé d'un métier à un autre. Et ce sont des événements tout à fait particuliers, ceux de la Deuxième Guerre mondiale, qui l'ont amené à jouer un rôle politique et à cesser d'être un militaire. Et d'ailleurs, il a tout de suite fait le distinguo. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été le chef de la France libre et qu'il a parfaitement compris que son rôle était un rôle politique, il a cessé d'être un chef militaire. Et c'est plus lui qui s'est occupé des opérations. Le service militaire, il était tout à fait, de mon point de vue, il était tout à fait, d'un point de vue stratégique, justifié de le supprimer. Puisque, au fond, la France, en tant que nation, n'était plus sous la menace de l'armée soviétique, d'une attaque du pacte de Varsovie, d'un conflit mondial. La donne stratégique avait changé et on n'avait plus besoin d'une armée dans laquelle tous les enfants de la nation seraient impliqués et toute la nation serait en armes, comme au moment de la Révolution française. Il fallait un outil adapté à la nouvelle donne.
Et pour ça, il fallait une armée professionnelle. Donc, du strict point de vue stratégique, le passage de la conscription à l'armée professionnelle, à mon avis, était justifié. En revanche, il se trouve que le service militaire, service national, parce qu'en réalité, à cette époque, en 95, quand il a été supprimé, parce qu'en fait, c'est en 95, et d'ailleurs, c'est en 95 que la décision a été prise, et les derniers appelés sont partis en 2002, parce que ce n'est pas des choses qui peuvent se faire en 3 mois, ce genre d'affaires, naturellement. Parce que derrière, ça demandait une organisation nouvelle des armées extrêmement importante. C'était un bouleversement. Donc, en revanche, je crois que cette décision a eu un aspect extrêmement néfaste. C'est que le service militaire, encore une fois, ça ne concernait d'ailleurs que 40% des Français. Les autres faisaient un service national dans les eaux et forêts, dans l'industrie, sous de multiples formes, par le bénévolat. Enfin, il y avait des tas de formules. Je crois qu'en revanche, sur le plan, entre guillemets, social, et pour les jeunes en particulier, là je me situe uniquement pour eux, ça a été néfaste. Pourquoi ? Parce que le service, c'était l'occasion pour eux, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas déjà connu dans leur propre éducation, leur propre jeunesse, ceux qui venaient en particulier de milieux défavorisés, ceux dont les familles parfois avaient été éclatées, et dont l'enfance avait été, ou la jeunesse plus ou moins perturbée, c'était l'occasion de découvrir d'abord les valeurs de don de soi, de gratuité, de camaraderie, de vie en collectivité, de souci de l'autre, d'efforts gratuits et de service au fond de la patrie, c'est-à-dire toute une éducation qu'en général ni l'école ni la famille ne donnaient plus, ou rarement. Et ça a manqué aux jeunes. Et moi, qui est arrivé, parce que moi j'ai eu des appelés pendant 2 ans avant de partir à la Légion étrangère, puis après je n'ai pas connu les appelés parce que le système avait changé. Mais moi qui ai connu des appelés, qui ai commandé des appelés, et qui en ai retrouvé par la suite, des gens que j'avais commandés, ils me disaient tout ce que je viens de vous dire. Ils me disaient, c'était pas facile, avec vous c'était dur, parce que j'étais un chef, je crois, assez exigeant, et je leur en ai fait voir un peu toutes les couleurs, mais j'étais devant, parce qu'il faut être devant dans ces cas-là. Et ben, ils me disaient tous, ça reste un merveilleux souvenir, et surtout on a appris beaucoup de choses qui nous ont été très utiles. Donc vous voyez, il y a 2 dimensions, c'est comme en toute chose, c'est jamais black and white, c'est jamais tout bon, tout mauvais. Il y avait une raison stratégique qui justifiait qu'on passe à une armée capable de faire ce qu'elle fait maintenant. L'armée qu'on avait à l'époque de la conscription ne pourrait pas faire des opérations comme Barkhane dans le Sahel, on ne pourrait pas projeter 5000 hommes comme ça dans les conditions où on les projette. Donc les armées d'aujourd'hui, elles répondent bien à la nouvelle donne stratégique. En revanche, cet apport, je dirais, de formation très particulière que permettait pendant 1 an le service national offrait aux jeunes, ça, c'est à mon avis une grande perte. Oui, je pense que c'est une grande perte, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui où la communauté a tendance quand même un peu à s'éclater, on voit quand même se profiler un certain nombre de communautarismes. Je veux dire, ce qui se passe dans les banlieues, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au centre de Paris. Ce qui se passe dans les campagnes, c'est très différent de ce qui se passe dans les villes. Il y a une fracture il y a des fractures multiples. Il y a la fracture jeune-vieux, il y a la fracture campagne-ville, il y a la fracture banlieue pauvre-riche. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de fractures. Et l'avantage du service, c'est que c'était un creuset dans lequel tout le monde se retrouvait. Le bourgeois, il était avec le paysan, qui était avec l'immigré, qui était avec le français de fraîche date, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur dans mes propos. C'était comme ça. Et je me souviens très bien que la section que je commandais, moi, j'avais de tout. J'avais des gars qui avaient des beaux diplômes, qui étaient des bourgeois de la région de Toulouse, et puis j'avais des banlieusards de la région de Lyon. Et tout ça, on était en même temps, dans les mêmes conditions, dehors, sur le terrain, les armes à la main, à se former, etc. Et ça a été très enrichissant pour eux comme pour moi. Voilà ce que je peux dire sur la conscription. Alors, elle est très différente sur les points que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bâtissez une armée professionnelle, vous avez besoin que les gens viennent. Il faut que les gens s'engagent, il faut que ce soit volontaire. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Et les équipements que moi j'ai connus quand je suis rentré dans l'armée en 81, c'était encore ceux de la guerre de 40. On avait des vieux fusils, des équipements en cuir, on crevait de froid dans des trucs qui n'étaient même pas étanches, etc. Vous regardez les équipements de l'armée française d'aujourd'hui, vous êtes dans la guerre des étoiles. Enfin, je veux dire, les équipements sont extraordinairement confortables, ils sont évidemment chauds, ils sont imperméables, ils sont protecteurs, etc. Donc, un énorme effort d'équipement a été fait en matériel, en équipement du soldat, de sorte que, rien que visuellement, si vous voulez, l'armée de maintenant ne ressemble pas à celle du XXe siècle.
Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'elle n'est plus préparée aux mêmes missions, elle n'accomplit pas les mêmes missions, elle n'a plus le même format, elle est beaucoup plus petite, elle est faite de professionnels alors qu'elle est essentiellement faite d'appelés. Tout ça, ça fait beaucoup de différences. Et ça fait des différences aussi culturelles dans la culture militaire. En revanche, ce que je peux dire, et là où elles sont tout à fait semblables, c'est que la qualité des hommes est toujours la même. C'est-à-dire que moi, j'ai commandé des appelés et des légionnaires. Hein. Les légionnaires, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais enfin, c'est quand même un peu les soldats d'élite de l'armée française. Bon, je n'ai pas trouvé mes légionnaires toujours meilleurs que les appelés que j'avais commandés. Hein. J'ai eu des appelés qui n'étaient pas forcément volontaires, à qui j'ai fait faire des trucs avec lesquels j'ai fait des activités extraordinaires et qui étaient sur le terrain excellents, aussi bons que des légionnaires. Je veux dire par là que c'est une question de chef, c'est une question de capacité du chef à entraîner, à mobiliser, à fédérer, à souder. Et je suis persuadé, quant à moi, que l'armée française d'aujourd'hui, si elle était engagée dans la bataille de Verdun en 1916, elle se comporterait de la même manière que celle de Verdun. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je la connais bien parce que je la contrôle. Je l'ai vue sur les théâtres d'opérations extérieures, je la vois presque tout le temps. J'affirme qu'en qualité, en valeur des hommes, des soldats jusqu'au chef, elle n'a pas changé, elle est toujours excellente. Alors, je vais faire passer un message plus général que l'engagement en politique ou l'engagement dans les armées. Je crois que le sel de la vie, c'est l'engagement, quel qu'il soit. On peut s'engager dans l'armée, naturellement. On peut s'engager en politique. C'est parfaitement justifié, noble et nécessaire et utile. Et on peut s'engager pour une cause. On peut s'engager à l'autre bout du monde au profit, je ne sais pas si vous avez vu cet extraordinaire film qui s'appelle Mission, mais on peut s'engager derrière le Christ. On peut s'engager dans une cause humanitaire. On peut s'engager sous un drapeau. On peut s'engager. Je crois que la seule chose que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils aient envie de s'engager dans quelque chose. Ce qui me désole, c'est quand je peux rencontrer des jeunes qui me donnent l'impression d'avoir envie de rien. Parce que moi, quand j'avais à leur âge, je rêvais que d'une chose, c'était de partir faire la guerre, c'était l'aventure, c'était voilà, des choses absolument exaltantes et presque irréelles. Je leur souhaite ça, parce que s'ils ont ce désir de s'engager dans quelque chose, d'engager leur existence dans une voie, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai des amis qui sont à l'opposé de mes idées politiques, qui sont sur des combats qui sont le contraire des miens, pour lesquels j'ai énormément d'estime parce qu'ils sont engagés. C'est, je le redis, le sel de la vie. Alors, par contre, l'engagement, c'est souvent un effort. Il faut se botter le train, il faut se mettre des coups de pied tous les matins. Ça demande des efforts, ça demande souvent, parfois, de prendre des risques. Mais ce qui est très important, bon, c'est un homme un peu plus âgé que les jeunes qui nous écoutent, qui vous le dit. Je ne voudrais pas, les jeunes que vous êtes, se retournent à l'âge qui est le mien, les 59 ans, sur leur vie en disant « Zut, j'ai dû laisser passer pas mal de trucs parce qu'au fond, ma vie était fade. » C'est qu'en s'engageant que la vie trouve son sel et son sens. Voilà, c'est le seul message que j'ai à faire passer, quel que soit l'engagement. Je ne dis pas engagez-vous dans l'armée, je ne dis pas engagez-vous dans telle ou telle direction, je ne dis absolument pas ça. Chacun est comme il est, c'est d'abord en plus un choix de liberté humaine en profondeur, donc jamais je n'irai dire choisissez telle voie, telle voie, telle voie. Je dis d'expérience que la voie militaire est extraordinaire et formidable, bien sûr, mais elle peut aussi peut-être tout à fait déplaire à Pierre-Paul ou Jacques. Non, engagez-vous, c'est tout, point, voilà. Jetez-vous dans la bataille de la vie, des hommes. Voilà mon message. Je souhaite à tous les jeunes qui vous suivent sur cette affaire de s'engager et d'avoir une bonne année 2021 déjà et que derrière la vie ait beaucoup de piquant pour eux parce qu'ils ne la regretteront pas.